Bonjour à toutes et à tous, ravi, de vous retrouver, en cette rentrée pour, voilà, ce 1er live, qui va être sur, l'approche générationnelle. Donc, déjà je vous remercie toutes et tous, j'espère que vous avez passé un bel été et puis, je remercie, bien sûr, Roland Raymond qui est, avec nous aujourd'hui. Bonjour Roland. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous rappelle le principe. On organise chaque mois, en début de mois, un live qui est l'occasion pour une organisation, un consultant, un professionnel ou une agence de venir partager un retour d'expérience, une bonne pratique. Ces lives sont organisés donc par Give Expert, qui est un module de collecte en ligne. C'est aujourd'hui plus de 300 millions d'euros collectés, près de 20 ans d'expertise en ayant rejoint le groupe Donet, et donc un outil complet qui vous permet de gérer vos formulaires de dons et formulaires d'inscription. Notre approche, c'est véritablement voilà, de permettre de faire progresser l'ensemble des structures au niveau de leur collecte de dons en ligne, de partager les bonnes pratiques. Et c'est pour ça que je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Roland qui va se présenter et qui va partager avec vous justement cette approche générationnelle. Très bien, merci Alexandre. Oui, je vais me présenter, Roland Raymond, donc je suis président de l'agence Comessence. Je suis avant tout fundraiser, un multicasquette. Je fais de la formation, je fais de l'accompagnement, j'enseigne. Voilà. Il y a beaucoup de, de techniques aussi autour de ce métier du fundraising que je pratique depuis un peu plus de 25 ans maintenant. L'agence Comessence est une petite agence versaillaise qui existe depuis 2012. On a fêté nos 10 ans l'année passée. On est une agence de communication de générosité, telle qu'on se fait appeler, qu'on aime positionner notre marque. On est aussi la première agence à avoir choisi un statut de société à mission. Avec un objectif social, sociétal, de nous engager à faire grandir en compétences et particulièrement en autonomie les structures qu'on accompagne. C'est-à-dire que voilà, on ne cherche pas à faire des Bravo. clients captifs, mais vraiment à autonomiser effectivement au mieux les organisations, donc les accompagner dans leur agrandir. 4, on va dire, blocs d'activité, hein, la collecte de dons, qui est notre premier métier, on va dire. On fait souvent appel à nous pour cette question et la réflexion qu'on peut y amener, qui est liée de toute façon au conseil stratégique, hein, puisque c'est sur la base d'une approche stratégique qu'on va pouvoir construire aussi les opérations. Et puis la partie communication, parce que la marque et l'image sont des éléments essentiels de la construction même d'une approche en collecte de fonds. Et toute la présentation va porter aussi sur ces éléments-là. Et puis, 2 axes que sont mécénat grand donateur, puisqu'on est très, très actif sur la réflexion autour des relais de croissance. Et les relais de croissance se trouvent effectivement sur ces 2 axes-là. Donc, on accompagne également les structures à développer leurs actions sur cette partie-là. D'où le sujet aujourd'hui sur l'approche générationnelle. Donc Complètement. les donateurs ne sont pas monolithiques, ou vieux ou jeunes, ou marketing direct ou email. Voilà, voilà. Ils sont pas dans une, enfin, eux individuellement ne sont pas dans une case. Après, il faut aller les solliciter ou aller à leur rencontre en fonction de leurs affinités et plus spécifiquement, effectivement, d'une dynamique monolithique. C'est plus eux de 2001 Odyssée de l'espace. Hein, voilà, on a passé largement le 21e siècle. Donc voilà, il y a d'autres éléments à leur proposer. Alors, effectivement, on va parler aujourd'hui de cette approche générationnelle. Avant de commencer, je tenais à remercier Isabelle Kong du CERFI, avec qui j'ai eu l'occasion de présenter une partie en fait de ce que je vous présente aujourd'hui lors du dernier séminaire de l'Association française des fundraisers. Et voilà, je tenais à la remercier parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui viennent du CERFI, d'études avec lesquelles elle a travaillé et de la matière qui a servi effectivement à toutes ces réflexions.
Alors, on va commencer par se questionner sur qui sont, de quoi parlons-nous quand on parle des générations XY. Bien évidemment, le secteur associatif, par définition, hein, on va dire que le marketing associatif, il a écrit ses lettres de noblesse et il s'est vraiment développé il y a une trentaine d'années, où voilà, on était dans la vraie dynamique des ONG et un besoin effectivement d'une communication beaucoup plus forte pour mettre à découvert toutes les questions qui étaient liées aux problématiques sociales, humanitaires, etc. Et les publics, bien évidemment, qui ont été à cette époque-là les plus sensibles ou ceux vers lesquels on pouvait avoir une communication adaptée, a été ces deux populations que sont les matures et les boomers. Donc, c'est mature qui est la génération, on va dire, qui a été à la fois la plus sollicitée. Hein. On a tous notre grand-mère qui, dans sa boîte aux lettres, reçoit des tas et des tas de messages de marketing direct. Et voilà, cette génération qui aujourd'hui a plus de 83 ans, hein, en 2023, ne représente plus que 8% de la population. Elle a été très très active pendant des années. On verra quelques chiffres qui montrent effectivement que voilà, on est plutôt dans une phase descendante, hein, dans la part de générosité sur ces populations. Les boomers, qui, eux, sont nés effectivement entre 1940 et 1960, donc une génération à peu près d'une vingtaine d'années. Alors on dit à peu près, hein, c'est jamais très... voilà, ça peut, en fonction des études, on voit les études américaines, le comportement des générations aux États-Unis ne sont pas les mêmes que celles en France. Là, on est plutôt effectivement basé sur des données INSEE, donc on regroupe des éléments qui sont liés à cette catégorie de personnes sur cette tranche d'âge, enfin pas sur cette tranche d'âge, sur cet écart d'âge entre 1940 et 1960. Donc ça, les boomers aujourd'hui, c'est le cœur des donateurs. C'est la génération qui est la plus généreuse, c'est la génération qui est la plus adressée également, qui se dit aussi sursollicitée, mais qui a aussi, voilà, on va le voir, tendance à être dans une phase où les belles années sont passées, voilà, hein, pour le secteur de la générosité. Et puis, ces deux générations XY, auxquelles on va s'intéresser particulièrement aujourd'hui, qui sont les générations montantes, bien évidemment. Et quand on regarde, les écarts d'âge, hein, entre 1960 et 1986 pour les X, ça fait 26 ans je dirais de structure en âge. Ça peut paraître beaucoup. Alors déjà, ça va rassurer certains, hein, de savoir qu'ils sont pas dans les boomers, mais plutôt considérés comme des X. Voilà, aujourd'hui, c'est la population la plus en densité, hein, densité de population la plus élevée. C'est aussi la population active, et ça, c'est un élément très important. Hein. On verra dans les comportements, hein, comment cette génération aujourd'hui, ben, voilà, c'est celle qui a le plus de moyens, qui génère le plus de créateurs d'entreprises. Voilà, elle a, je crois, 15% de plus en termes de revenus que la génération des boomers. Donc, voilà, on est dans une transition mal adressée encore aujourd'hui, et on va voir pourquoi. Mais ce qui est un élément très très important à retenir, c'est que c'est la population d'actifs. Les Y, alors les Y, on a un élément assez important, hein, ils sont très étudiés parce que c'est les consommateurs actuels, et là on parle de consommation. Par contre, autant les X que les Y, en termes d'études générationnelles sur ces publics-là, il n'y a pas grand-chose.
hein. À part le CERFI qui justement essaye de dynamiser effectivement la compréhension autour de ces deux générations. Aujourd'hui, on a peu de données effectivement sur leur comportement de don. Et puis les aides, on ne va pas en parler aujourd'hui. Ils sont un peu jeunes. Néanmoins, vous verrez qu'il y a des éléments, surtout dans l'approche et de leur on va dire, de leur consommation en dons, hein, qui va devenir assez prépondérante dans les années à venir. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur ces deux premières générations qui sont les X et les Y. Si on regarde le marché du don aujourd'hui, donc effectivement, vous avez là un graphique qui a été réalisé lors du panel du fundraising par Octos. C'est des chiffres 2022, donc ils sont à peu près, voilà, on a essayé de coller au plus près. Qu'est-ce qu'on constate? Si on regarde effectivement la collecte de fonds, donc on parle de collecte de dons, hein, pas collecte de fonds en général, collecte de dons principalement. En fonction des générations, on voit qu'à droite, donc les matures, qui est cette génération la plus âgée, bien évidemment, elle a déjà en potentiel, hein, en potentiel de population, en potentiel de donateurs et en valeur. Voilà, on arrive à des niveaux relativement faibles, hein. Ils sont pratiquement au niveau des générations Y. En termes de générosité, en termes à la fois de donateurs, mais également de valeur en générosité, et surtout, ils baissent. C'est logique. On est dans une courbe démographique où nos aînés, ils ont plus de 83 ans, hein, bien évidemment, disparaissent. La courbe de mortalité est de plus en plus importante ces dernières années, hein, depuis 2018, il y a environ 600 000 décès par an. C'est corrélé avec les études que peuvent faire France Générosité, hein, quand on voit le nombre de donateurs qui disparaît. On voit bien que cette courbe de mature en termes de valeur, en termes de pourcentage de donateurs, elle baisse également en valeur. Et aujourd'hui, la générosité est portée principalement, effectivement, par les boomers. Néanmoins, voilà, ces boomers, leur générosité a tendance plutôt à stagner. Alors, elle stagne à un niveau assez important, hein. Ça représente quand même 45% de la valeur. Néanmoins, elle a plutôt tendance à stagner. Alors, des phénomènes, effectivement, à la fois démographiques, comme je vous disais, pour les matures, où il y avait une forte propension au don, et on verra pourquoi, quelles étaient leurs motivations, effectivement, à donner, et elles étaient totalement légitimes. Les boomers, voilà, ils commencent à arriver à un niveau où eux aussi, ils sont, d'un point de vue, enfin, ils sont concernés par toutes les crises qu'on traverse aujourd'hui, hein, et malheureusement, ils ont, voilà, même s'ils ont peut-être plus de patrimoine, peut-être plus de valeur et peut-être plus de temps à donner aux organisations ou de liquidités disponibles pour pouvoir les accompagner, néanmoins, on a tendance à se tasser. Et surtout, c'est une population qui vieillit également, qui, pour certains en tout cas, atteint les 83 ans. Donc, on n'est pas loin non plus de l'âge moyen du français, hein, qui est de l'ordre de 85 ans pour les hommes et plutôt 90-92 pour les femmes. Les générations XY, qu'est-ce qu'on observe là? On observe effectivement une tendance à une augmentation. Alors, comme je vous le disais, en densité de population, hein, c'est la population la plus élevée. Le pourcentage de donateurs augmente considérablement. Son montant de dons, enfin la valeur de dons augmente également. Et les Y, c'est pareil. On n'est pas au même niveau, hein, pour la génération Y, mais c'est une génération en devenir. Et on le verra aussi, hein, les générations XY, aujourd'hui, ont un don moyen
supérieure à la génération des boomers et bien évidemment des matures. C'est-à-dire qu'ils ont à disposition effectivement des moyens qui leur permettent de faire des dons, même s'ils sont moins nombreux, néanmoins ils font des dons d'un montant plus élevé que les boomers et les matures. Voilà. Quand on voit cette dynamique, c'est à la fois les progressions et ou les pertes. Bon, voilà, on se rend compte que le marché confirme ce poids fort de la part des boomers. Voilà, mais il y a des questions qui se posent en fonction de leur progression, et notamment au moyen et long terme. Toutes les organisations qui ont communiqué aujourd'hui sur, enfin toutes, je m'avance un peu, mais beaucoup d'organisations ont travaillé effectivement des cibles plus naturelles qu'étaient les boomers et les matures. Aujourd'hui, la question arrive de comment effectivement être en relation avec ces générations plus jeunes et comment faire évoluer nos modèles pour communiquer et collecter auprès de ces publics. Il y avait des questions tout naturelles qui se sont posées. Le don, est-ce que c'est une question d'âge ou de génération? Alors longtemps, moi j'ai entendu et puis j'ai dit aussi que voilà, on avait plus de moyens quand on était à la retraite et qu'on pouvait aussi, voilà, on n'avait plus d'enfants, on n'avait plus que les petits-enfants à s'occuper. Donc voilà, c'était plus facile de dégager aussi de la générosité. Aujourd'hui, les comportements ont changé. Voilà. Ce n'est plus ces réflexions. On peut être grands-parents dans la génération X et être toujours actif et avoir envie aussi de soutenir les causes, et on va voir comment. Voilà, d'autres questions. Est-ce que cette génération X, il faut attendre qu'elle vieillisse? Ça, c'est des choses que j'ai entendues, même quand les boomers, on avait une difficulté à rentrer en relation avec eux. On se disait, on va attendre qu'ils deviennent matures, ce sera peut-être plus facile. Mais non, ce fonctionnement au don, il est ancré dans notre époque, à chacun de trouver effectivement les axes pour pouvoir agir auprès de ces générations. Et puis, voilà, attitudes, attentes différentes que celles des générations précédentes. Je pense que là, il y a certainement des réponses. Et en tout cas, nous, tous les tests, toutes les orientations qu'on a pu prendre dans ce sens-là, ont montré qu'il y avait des effets importants. Pour finir sur la question du marché, un des éléments, je vous parlais de la courbe démographique. Ici, vous avez une représentation effectivement des courbes démographiques par génération. C'est Octos qui a réalisé ça, où on voit que les différentes générations se croisent aujourd'hui, et on est vraiment à un carrefour, puisque en 2007, 2008 à peu près, déjà la génération des X a commencé à être au-dessus effectivement de la génération des boomers. Ça a été un marqueur effectivement en termes de population. C'était un peu tôt effectivement pour qu'il y ait cette transformation au don, mais on voit que ça progresse, et notamment quelques éléments qui sont intéressants. Voilà, le don en ligne, tu me diras si je suis dans les bons paramètres, Alexandre, mais à partir de 2007-2008, on a commencé effectivement à mettre en place des solutions pour collecter du don en ligne. Auparavant, il n'y avait pas grand-chose. Je me trompe? Il y a eu des expérimentations. Je dirais que souvent on fixe le début de la collecte digitale au tsunami en Asie du Sud-Est, parce qu'on était entre les fêtes et en effet, il y avait des formulaires de don en ligne qui étaient peu utilisés Ouais, à ouais. l'époque, et à ce moment-là, on a vraiment eu pour la première fois une collecte massive d'urgence via du don en ligne. Donc ça veut dire que je pense qu'à cette époque, ça ne nous rajeunit pas, ça doit faire 2004. Ouais, c'est ça, ouais. On commençait à avoir des formulaires présents sur le site des grands Ouais, urgentistes, ouais, mais le volume en effet était. Et puis ça se cantonnait à une collecte d'urgence à l'époque. Donc on ouais, n'était ouais, pas ouais, dans c'est ça. clairement dans ce choix de canal que tu présentes. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, par rapport à ce marqueur, il y en a un nouveau de marqueur qui arrive
c'est celui de 2026, où effectivement, voilà, non seulement la classe de la génération X en termes de concentration, enfin de nombre d'individus, elle continue son chemin, voilà, mais celle des générations X, Y et Z rejoignent celle des boomers. Donc, si aujourd'hui on constate effectivement plutôt une stagnation des dons à partir de, depuis 2-3 ans, hein, où on oscille en collecte de fonds. Quand on regarde les chiffres de France Générosité, on oscille entre plus 4, moins 4. Hein, voilà, on est à peu près plus 4% hein, de collecte à moins 4%, particulièrement cette année, cause d'inflation. Voilà, mais néanmoins, on est plutôt stagnant sur le volume de dons. Sur les années à venir, sur les 3 années à venir, je pense qu'il est urgent de prendre en considération effectivement que les nouvelles générations vont avoir leur place à jouer, et ces générations X, Y, dans la collecte de fonds. Et pour ça, il va falloir agir. Hein. Voilà, il y a une vraie question à se poser pour le secteur, parce que effectivement, la démographie, elle bouge, et ces 45% de donateurs boomers, et forcément, ils vont diminuer. Donc, il y aura une répartition du poids, très clairement, mais voilà, il va falloir aussi penser à être très actif auprès de ces populations plus jeunes, qu'on connaît moins, tout simplement parce qu'on les a moins travaillées, mais aussi on a moins de sources et d'études sur ces générations. Donc, on va faire un petit peu d'une comparaison entre les évolutions attendues, enfin les évolutions des attitudes et des comportements vers la générosité. Donc, on peut considérer, hein, donc j'ai fait 2 blocs qui sont voilà, les matures et les boomers et les XY, parce que il y a des attitudes qu'on va dire plutôt traditionnelles. Je vous disais tout à l'heure qu'ils ont été construits avec le marketing direct qui a été principalement déployé par les organisations et comme un moyen effectivement d'adresser ce public avec un fort volume. Il y a l'arrivée du digital qui a concerné davantage les boomers, bien évidemment, et puis des attitudes émergentes et vraiment des points importants entre chacun. Donc, quelques éléments sur les attitudes traditionnelles. Bon, bien évidemment, les matures, c'est plutôt un don de devoir issu de tradition, et puis voilà, quand ils reçoivent quelque chose, ils ont du mal à ne pas répondre. Donc voilà, ils vont être très très actifs, mais plutôt dans l'approche du devoir. Les boomers, plutôt dans un don de responsabilité. Voilà, on a un héritage familial aussi, mais on se sent concerné par les actions qui peuvent être portées. Et puis quelques éléments comme qui sont assez des points qu'on retrouve dans la communication des organisations, qui sont le symbole, donc l'incarnation même hein, de la figure de la personne qu'on veut aider ou qu'on veut sauver. La question de l'empathie, qui est un point important aussi, parce que, et ça, le CERFIL dit très bien, hein, la projection qu'on peut faire de ce qu'on vit, le reflet de sa propre fragilité en tant que donateur, dans la maladie, dans les peurs qu'on peut avoir, c'est vraiment un élément assez déclencheur, effectivement, de ces attitudes traditionnelles. Et puis la délégation. Donc, derrière délégation, il y a, c'est plus lié aux matures, effectivement, qu'aux boomers. On a constaté depuis 2008 aussi une explosion des fondations familiales, des fondations philanthropiques ou des actions philanthropiques, en tout cas des donateurs, parce que, voilà, notamment par cette cause de responsabilité, redistribuer aussi quand on était actif en 2008 et qu'on l'est moins aujourd'hui. Voilà, il y a aussi cette dimension forte de la philanthropie auprès de ces générations de boomers.
Les attitudes émergentes, c'est là où on a vraiment des éléments qui sont importants autour de ce regroupement de génération XY. C'est qu'ils sont dans une dynamique d'engagement. Il y a le don où l'accompagnement, l'engagement est aussi un moyen pour exercer sa liberté, et sa liberté individuelle ou sa liberté citoyenne. Ça, c'est un axe qu'on va retrouver vraiment dans les deux générations. Et ils sont empreints aussi d'une dynamique un peu de justice, voilà, avec un objectif de construction d'une société juste, respectueuse de l'humain, du vivant aussi. L'humain et le vivant sont très très liés. Et effectivement, ça amène aussi une réflexion nécessaire dans l'approche des marques sur la façon dont on va présenter aussi ces actions. Dans action, c'est le terme qui est lui plutôt lié au sens qui est porté par l'organisation, qui témoigne, qui va rassembler, qui va fédérer aussi. Et ça, ce sont des attitudes qui vont capter l'attention effectivement de ces générations. Les aides, pour l'instant, je vais les laisser à d'autres, notamment dans l'étude. On est vraiment dans l'exploration, mais on voit bien qu'il y a une génération très, très active aussi. Voilà. Maintenant, il faut les faire travailler par communauté. On va continuer à s'intéresser à ces XY. Donc, comment adresser ces générations, voilà, comme je le disais, évolution de paradigme, d'attitude qu'on va dire traditionnelle. On va passer à voilà, d'autres attitudes qui vont être assez portées en fait par les différentes valeurs auxquelles ils sont attachés. Si on prend quelques thèmes comme la recherche, donc pour la recherche, c'est vrai que le contenu était avant tout la recherche. Comment je vais soutenir la recherche. Et ça, c'est pour les attitudes, effectivement, des générations boomers ou des générations des matures. Par contre, sur ces nouvelles générations, on sait que la recherche, ça prend du temps, etc. Et comment chercher, voilà, la réflexion autour de la recherche, elle est aussi apprendre à vivre avec. J'ai des exemples un exemple sur la maladie d'Alzheimer, par exemple. Effectivement, la maladie d'Alzheimer, pour des boomers et des matures, on va parler davantage de la recherche sur Alzheimer. Ce qui va intéresser particulièrement les X et Y, c'est bien sûr, ils sont confrontés à la problématique d'Alzheimer auprès de parents, grands-parents ou de la sensibilisation qui est faite. Et ce qui va les intéresser aussi, c'est mais comment on fait pour les aidants, comment on les accompagne, voilà. Donc, dans apprendre à vivre avec, il y a cette dynamique. Pour les organisations qui accompagnent les problématiques autour du handicap, donc voilà, la dynamique pour donner, c'était venir en aide aux personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, sur les générations XY, c'est plutôt construire une société plus juste, plus respectueuse de l'humain. La question de l'accessibilité, on le voit notamment même dans les causes dans le handicap, parler d'handicap international, toute la question de la reconstruction est un des axes qui sont très très importants pour ces générations. Venir en aide aux populations les plus pauvres, dans les pays pauvres, pardon. Aujourd'hui, voilà, prévenir, réparer, répondre à un besoin essentiel et vital sont des éléments beaucoup plus forts que de répondre à une souffrance. Voilà, c'est comment on va la prendre comment on va la prendre en compte et comment on va pouvoir envisager de prévenir et stopper la cause, quoi.
Et puis, là, dans ces différentes actions, la protection des animaux. Donc, voilà, aujourd'hui, ces boomers matures, ils vont donner pour protéger les animaux. Hein. On voit bien dans les causes où il y a les causes de l'abandon des animaux, etc. Tout ça, ça génère beaucoup d'empathie et bien évidemment avoir envie de soutenir. Les X et les Y, aujourd'hui, ils vont vraiment se questionner sur la place de l'animal dans la société. Hein. Comment aussi il va trouver sa place. Hein. Donc, voilà, les leviers ne sont plus forcément les mêmes et ça doit interroger effectivement sur son discours de cause ou sur un discours différencié en fonction de qui on adresse. Voilà, donc quelques éléments. Je suis un peu long, j'ai l'impression, Alexandre. Il reste, oui, il reste quelques slides. Voilà, des éléments majeurs hein, qui sont comment déclencher l'intérêt. Donc, forcément, s'appuyer sur des messages d'action phare, mais en tenant compte effectivement des éléments qu'on a vus précédemment. Des messages grand public ou des messages d'action ponctuelle. Ça, voilà, chacun a la capacité effectivement à communiquer, mais en réfléchissant de manière spécifique à comment je vais entrer en relation et entrer en contact avec ces générations. Donc, ça veut dire se re-questionner bien évidemment sur son case for support, sur ses éléments de langage, pour adapter sa communication à ses publics. Bien évidemment, alors, en termes de médias, on s'est rendu compte que les messages, le print, ça fonctionnait très bien. Les générations X en particulier, eux, ils ne se sentent pas sursollicités, hein, pas du tout. D'ailleurs, ils peuvent même dire, et c'est le CERFI l'a montré dans ses études, ils sont même demandeurs. Hein, donc, n'hésitez pas à rentrer en relation avec eux. Quel que soit le support, ils sont demandeurs. Par contre, il faut que ça réponde à leurs attentes. Voilà. Pour démultiplier, alors l'axe assez essentiel, c'est, comme on parlait de liberté hein, dans leur façon d'agir, démultiplier les possibilités de s'engager. Donc ça veut dire, je vais vous montrer quelques exemples, voilà, avoir la capacité effectivement de découvrir son univers, donc faire un don, oui, pourquoi pas, mais ils ne vont pas venir faire un don spontanément, sauf s'ils sont vraiment en phase effectivement avec l'organisation. Il va falloir aussi les préparer à cet acte-là. Donc, il faut ouvrir les possibilités. Hein, donc, participer à une cagnotte, faire des achats solidaires, devenir bénévole, etc. Vraiment ouvrir l'offre pour qu'ils aient, par le déclenchement de l'intérêt, la possibilité d'agir et ensuite d'entretenir le lien. Voilà, avec beaucoup d'ouverture et beaucoup j'ai envie de dire, dans l'entretien du lien, d'éléments relationnels, de relais de messages, de relais d'action, pour qu'ils aient l'impression d'être impliqués effectivement dans l'organisation. Deux petits exemples rapides pour vous montrer effectivement la dynamique Singa, qui est une organisation plutôt récente, hein, une organisation internationale, mais plutôt récente. Voilà, quand vous regardez leur communication, ils sont vraiment orientés sur ces générations XY. Pourquoi ? Parce que leur mission, déjà, va au contact, effectivement, de ces générations. C'est la mission sociale, c'est l'inclusion de migrants autour de projets entrepreneuriaux. Donc, ça veut dire aussi voilà, qu'ils ont une communication très engageante auprès des publics. Et ça rejoint effectivement ce type de génération. Et là, vous voyez une page Carrefour un petit peu qui donne à comment agir avec Singa, donc participer à un événement, faire un don, accompagner un projet ou accueillir. On propose même d'accueillir des personnes. Donc voilà, la diversité de cette action, elle est importante. Et puis, un exemple d'un gros acteur que vous connaissez tous, voilà, MSF. MSF,
ils ont, voilà, c'est les champions des XY. Pourquoi? Parce que depuis eux, 25 ans, ils ont commencé effectivement à travailler particulièrement à l'époque les boomers, mais ça c'est ça, voilà, les techniques de marketing direct ont continué à se développer. Et aujourd'hui, voilà, ils ont des prélevés automatiques qui ont été cherchés par Street Marketing. Donc, c'est des générations qui sont, voilà, ils regroupent les 3 générations boomer, X, Y, au sein d'un même module. Ça a été au début de leur action le 1 franc par jour, maintenant c'est le 1 euro par semaine. Voilà, ils ont constitué effectivement une capacité effectivement d'être en relation avec ces publics et surtout diversifier leur approche. Hein. Quand vous regardez Agir avec MSF, voilà, on a la capacité effectivement de s'engager avec énormément de possibilités et ça correspond bien effectivement aux valeurs de ces publics. Merci beaucoup. Je vais abonder dans la même direction que toi avec des exemples justement qui visent à illustrer ce que tu viens également de montrer là sur Singa et sur Médecins sans frontières. Si vous avez des questions, je vous rappelle que vous pouvez utiliser la colonne de droite des commentaires parce qu'il va y avoir un temps de questions-réponses juste ensuite avec Roland. Donc typiquement, d'abord je vais plutôt vous montrer. Donc je vais commencer à rebours par typiquement ce que tu disais, c'est-à-dire cette possibilité d'offrir différentes formes de soutien. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait le choix de la Fondation Recherche Médicale, qui propose sur une page qui s'appelle Nous soutenir, bien sûr de faire un don, mais aussi sur un public cette fois-ci plus mature, donc de transmettre. On sait que le leg, l'assurance vie, c'est quand même important en termes de montant de collecte, et des méthodes de soutien différentes, ce que tu expliquais tout à l'heure, sur la possibilité de bâtir un projet philanthropique, donc de faire une fondation sous égide, un fonds, de devenir aussi acteur, avec notamment, par exemple, la possibilité de créer une cagnotte. Donc, créer une cagnotte, ça veut vraiment dire lancer sa propre collecte pour une occasion qu'on détermine soi-même. Et là, on arrive sur les outils qu'on appelle de collecte peer-to-peer, donc qui permettent de disposer d'une page personnelle. Et là, en effet, on est sur des occasions de la vie qui vont toucher à des familles, donc on sera sur une génération en effet X, voire Y, plus jeune, éventuellement des événements sportifs, des choses de ce type-là, et ça va permettre à un individu d'aller au-delà du don pécunier en se mobilisant et en mobilisant son réseau. Par exemple, en participant à une course, en créant une page pour différentes occasions. Donc là, on est sur en effet de la collecte très personnelle, parce que le collecteur, donc qu'on aurait habituellement sollicité pour qu'il devienne donateur, va probablement donner aussi sur sa propre page, mais va aller au-delà et mobiliser son réseau en faveur de l'organisation. Voilà, avec des pages, voilà, toutes des pages personnelles. C'est un exemple de page personnelle. Dans la même logique, tu parlais d'Alzheimer, et en effet, on en parlait en préparant ce live. Je voulais vous montrer la fondation Vaincre Alzheimer, qui a cette approche générationnelle, en tout cas cette approche de proposer des moyens de contact, des moyens d'échange, qui sont pas simplement le don, mais qui peuvent être des manières de s'impliquer différemment. Donc là, par exemple, c'est la Préhome donc le calque qu'ils mettent en place pour la journée mondiale contre Alzheimer. Et typiquement, on va se retrouver sur une page avec un quiz. Qui veut gagner des neurones? Et donc c'est un jeu concours, donc c'est une manière différente d'impliquer un visiteur. Ils vont assez loin dans cette démarche parce qu'ils ont aussi un site qui mérite d'être présenté, qui s'appelle Alz Junior, qui explique la maladie d'Alzheimer aux enfants. Et donc là, on imagine bien que l'enfant, il vient pas
de lui-même sur le site. Enfin, peut-être il tape dans Google sur son smartphone, mais c'est plus probable que ce soit une démarche familiale. Et donc, on soit en effet sur des parents d'enfants en bas âge, dont les grands-parents sont touchés par la maladie. Et cette capacité de faire de l'intergénérationnel dans ce cas-là, c'est aussi une manière de donner les clés d'explication de la maladie aux générations X, aux générations Y, et de créer un lien à la fondation qui est clairement différent, avec des contenus qui ont été adaptés pour expliquer des jeux, des activités. Donc vraiment un côté informationnel, serviciel même, et ensuite la possibilité de soutenir. Vous voyez qu'il n'y a pas de bouton je fais un don qui apparaît dès le départ. On retrouve cette différence d'approche dans les emailing qui sont envoyés par la Fondation Vaincre Alzheimer, parce qu'on va avoir à la fois d'un côté voilà, de l'appel à dons, avec les projets, des équivalences de dons. Donc quelque chose, je dirais, d'assez traditionnel, c'est la version digitale du MD, quoi, avec une grille, ce genre de choses. Et puis de l'autre côté, encore une fois, une approche différenciante, donc ce que je vous montrais tout à l'heure sur votre avis compte. Donc là, il propose, à propos d'une nouvelle molécule qui est disponible aux États-Unis et qui pourrait bientôt être disponible en France, il propose de recueillir l'avis des personnes pour pousser en fait l'État français pour demander à l'État français une autorisation précoce à cette nouvelle molécule. Donc là, on est vraiment dans la mobilisation, souvent des dents, parce que bon, ça peut être bien sûr les personnes qui sont atteintes, mais on va dire plus souvent ça va être des générations plus jeunes, les aidants qui vont se mobiliser pour que leurs proches puissent bénéficier de ces traitements qui ont un fort potentiel pour maintenir les personnes et ralentir la maladie. Et puis là aussi, un autre email qui est assez intéressant, une mobilisation à l'occasion d'une randonnée solidaire. D'ailleurs, vous pouvez y participer parce qu'elle a lieu dans 10 jours, dans 12 jours. Donc une manière aussi de se retrouver entre familles, entre aidants, personnes qui sont touchées par la maladie d'une manière différente, et donc de créer un lien plus authentique entre la cause, l'organisation et ses potentiels donateurs de générations plus jeunes, X et Y. Alors, je passais sur les slides pour revenir à celle-ci. Donc, on va prendre 2 minutes de pause. Je remercie encore Roland pour que vous puissiez, s'il vous plaît, prendre en photo ce QR code et répondre à un petit questionnaire. Vous pouvez poser toutes les questions via le chat qui se trouve dans la colonne de droite, et on va avoir un temps d'échange avec Roland pour répondre à ces différentes questions. Donc on patiente juste, on vous laisse 2 minutes pour répondre à ce questionnaire, et on revient pour répondre aux différentes questions et échanger ensemble. Bon, merci à toutes et tous d'avoir pris le temps de répondre à ce petit questionnaire qui nous aide pour préparer les futurs lives. Je vais inviter Ophélie à nous rejoindre pour se faire la voix des commentaires.
Et en attendant qu'elle arrive, je vais vous en partager un premier qui est très intéressant de Renaud de Bocor, donc d'Octos, qui était cité par Roland et qui précise que plus on descend dans les générations et plus les différences socioculturelles augmentent. Je te vois acquiescer, Roland. Ah oui, complètement, bien sûr. Voilà, la question des différences sont de plus en plus marquées, effectivement, sur les générations X, Y. Et bon, voilà, quand on regarde aussi l'effet Covid, on voit des déplacements, hein, de familles qui bougent, qui s'installent ailleurs, et il va y avoir une recomposition effectivement des territoires. Alors, pas de manière générale, mais néanmoins, voilà, on sent qu'il y a ces nouvelles générations, enfin ces générations XY, elles ont effectivement une capacité à être beaucoup plus mobiles. Ce qui est important, alors on ne l'a pas traité, on n'en a pas parlé sur le fait que ces générations, l'approche générationnelle, elle est aussi très très liée au territoire. Hein, c'est-à-dire que on ne va pas considérer qu'un boomer qui habite en zone rurale a la même capacité de données qu'un boomer qui habite dans un centre historique d'une métropole, par exemple, ou qu'un donateur XY a la même capacité de données quand il habite en banlieue est qu'en banlieue ouest. Enfin, voilà, il y a aussi, même si voilà, on ne peut pas faire de généralité, néanmoins, il y a aussi cette dimension qui est très importante. Voilà, et il faut, quand on s'adresse à ces publics, bien évidemment, il n'y a pas de généralisation, mais surtout, il n'y a pas non plus la même capacité aux autres. Merci. Merci pour les précisions. Bonjour tout le monde et encore merci à tout le monde pour vos différentes questions et surtout pour les explications. Merci tout le monde d'avoir pris le temps de répondre aux questionnaires. Il y a différentes questions. Alors, je suis arrivée un peu en retard. Est-ce que l'on peut avoir le PPT? Je ne sais plus de quel âge à quel âge vont les X et les Y et les Z. Alors oui, effectivement, pour votre information, le live sera entièrement retranscrit et vous aurez un replay. Du coup, vous pourrez avoir accès à déjà l'ensemble de la vidéo et de tous les échanges qu'on a là. Et en plus, il y aura une retranscription écrite où vous pourrez retrouver l'ensemble des informations principales qui viennent d'être partagées dans une optique de partage de bonnes pratiques et surtout mise en application des conseils que nous ont partagés Roland et Alexandre aujourd'hui. Alors, une question sur comment les fidéliser afin de les amener à du prélèvement automatique. Alors, je pense que le prélèvement automatique, pour ces générations-là, c'est quelque chose de plus utile que pour les générations précédentes. Même si, effectivement, quand on regarde des organisations qui n'agissent pas effectivement sur soit de la collecte de nouveaux donateurs en prélèvement automatique, soit de transformation de leurs donateurs en prélèvement automatique, et qui ne sont pas suffisamment actifs, on a des chiffres qui varient beaucoup. Globalement, quand on fait de la fidélisation, que je vais appeler de la fidélisation passive auprès de ces donateurs individuels, et qu'on aimerait qu'ils deviennent donateurs en prélèvement automatique, on a à peu près entre 15 et 20% de ces donateurs qui vont faire qui vont, on va dire, se transformer de cette manière-là. Plus on est actif, plus on a la capacité à argumenter auprès de ces donateurs fidèles le besoin effectivement de la transformation en prélèvement automatique, et surtout plus on est en adéquation effectivement avec ces publics. Hein, on ne va pas transformer un donateur boomer en prélèvement automatique de la même manière, encore une fois, qu'un donateur XY.
voilà, il va falloir trouver les bons éléments et les bons arguments pour pouvoir l'aider et pour pouvoir l'engager effectivement dans ce type de soutien. Parce que là, encore une fois, si on a un élément important à mettre en avant, c'est la notion d'engagement. Donc, c'est un principe qu'il faut vraiment développer pour que c'est pas simplement un passage transactionnel, hein, du don individuel au don en prélèvement automatique. Il y a vraiment une question d'engagement. Donc, il faut justifier sur ces moyens-là. Merci beaucoup pour la réponse. N'hésitez pas à nous dire, hein, si, comme Ariane l'a fait, si les réponses, vous souhaitez avoir plus d'informations, si c'était clair, si vous souhaitez des précisions, si vous souhaitez remercier aussi, tout simplement, par rapport au Charlotte, questionnement. justement, demande qu'est-ce que tu entends, Roland, par la fidélisation passive? Ah, bah, c'est en fait, À je peine, dirais, à peine tu dis qu'il faut clarifier, voilà. oui, oui, mais bien sûr, bien sûr. Pour moi, fidélisation passive, c'est on est habitué effectivement à proposer dans la fidélisation le don ponctuel avec des équivalences, avec des éléments. Et puis on va compléter en fait cette fidélisation par un bulletin de soutien complémentaire ou par une offre de soutien. Je parle de bulletin en marketing direct, mais c'est la même chose sur le digital. Voilà, vous avez le choix. En gros, vous pouvez passer aussi au prélèvement automatique. Donc, on essaye de le mettre un tout petit peu en avant, mais finalement, c'est plutôt passif. Quand on regarde les formulaires de dons en ligne, bon, bah, on a le choix entre donner maintenant, donner tous les mois. Enfin, voilà. Hein, mais voilà, pour moi, ça reste passif. Il y a pas assez de marketing derrière pour qu'il y ait une transformation effective. Hein, voilà. Ok, merci. Merci. Et une autre question, comment savoir si notre taux de retour est bon? En se comparant? Voilà, ça c'est très, alors, je donne une indication peut-être qui est intéressante sur tous les tests qu'on a pu réaliser auprès des publics, particulièrement XY. Hem et c'est en ça où il faut qu'on crée cette dynamique. C'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que toutes les actions qu'on mène, quand on a, en prospection, on arrive à un 2 auprès des boomers, voilà, sur une prospection, hein, en taux de retour, 1 ou 2 de taux de retour. Sur les XY, on va avoir la moitié. D'accord? Ok. On va avoir la moitié. Par contre, le don moyen, il est 2 fois supérieur. Donc, c'est-à-dire qu'en termes de retour sur investissement, et c'est là où il faut réfléchir aussi à ces données-là, hein, travailler aussi à la culture héroïste, c'est que c'est pas simplement sur une action que ça va se jouer, c'est sur le ROI, parce que vous l'avez vu, hein, la capacité à donner de ces publics, elle est nettement supérieure, et ça se concrétise également dans le don en ligne, hein, quel que soit le type je dirais quel que soit le média avec lequel on va faire la transaction, le ROI sera supérieur. Voilà. Hein. Donc ça veut dire que même les investissements qu'on peut réaliser, bon, bien évidemment en ayant fait tout un travail antérieur, hein, de positionnement de marque, de travail de fond, etc., et d'offres, voilà, on retrouve un ROI qui se rapproche et des fois dépasse même le ROI des approches traditionnelles. Voilà. Merci Roland. On a une remarque de Frédéric qui souhaitait apprendre apprendre davantage les motivations des différentes générations. Alors, je ne sais pas si vous étiez là, Frédéric, au début du live, on en a parlé de ces motivations-là. Donc là, c'est pareil, je pense qu'on pourra reprendre les éléments par rapport au replay et la retranscription, sauf si Roland, tu voulais toucher 2 mots supplémentaires. Et comme je vois qu'il y a d'autres remarques, je propose plutôt de retravailler les éléments en replay par rapport à cette question-là. Une remarque de Charlotte qui disait qu'elle pense que les actions d'engagement à proposer sont à personnaliser avec davantage de segmentation. Ah, complètement. Complètement. De toute façon, à partir du moment où on parle de génération, on commence à parler de segmentation. Hein. Et de la même manière que la question tout à l'heure de Renault, on n'a pas les mêmes offres à faire
sur voilà, il faut tenir compte de l'environnement socio-démographique. Hein. Donc la personnalisation, elle est de plus en plus effectivement importante. Et pour personnaliser, il faut segmenter. Bénédicte demande s'il y a des différences entre les hommes et les femmes et si oui, est-ce qu'elles sont importantes? Oui, il y aura des différences, comme il y a des différences actuellement dans les générations plus anciennes. Oui, oui, oui. Alors après, là, je pense qu'il y a un travail à faire. Comme je vous disais, on manque d'études. On manque d'études comportementales hein, sur ces deux générations, et particulièrement sur la X. Autant on a des études, je vous dis, sur la génération Y, mais des études de consommation, hein, parce que bien évidemment, hein, c'est une génération montante et elle intéresse particulièrement les annonceurs. Autant sur la générosité, cette génération X d'actifs, on ne l'a pas trop étudiée parce qu'on disait, bah, celle-là, elle est au boulot, elle a des enfants, etc. Et bon, c'est pas c'est pas notre cœur de cible. Malheureusement, ça le devient. Donc là, je pense que c'est au secteur, c'est aux organisations de se poser ces questions-là pour justement amener des transformations dans leur manière de communiquer. Et Merci justement, sur beaucoup. la Ouais. question de la communication, Urbain demande quel canal de communication privilégier, les emails, les réseaux sociaux, etc. Alors, moi, enfin, on parle beaucoup de tests, évidemment, hein, qu'on a pu réaliser. Moi, ça fait allez, 5 ans, peut-être un peu plus, même maintenant que je m'intéresse à ces approches-là. Je m'y intéressais précédemment en tant que directeur fundraising dans une organisation. Ça a été d'abord une réflexion effectivement sur des tranches d'âge. Après, ça a été une réflexion par persona. Enfin, bon, voilà, toutes les techniques marketing qu'on essaye et qu'on teste. Pour moi, il n'y a pas de canaux, en fait. Enfin, c'est pas une question de canaux. Quand on dit comment adresser, ils sont prêts à tout. Hein. Ils sont prêts à... Voilà, ce qu'il faut, c'est savoir les toucher. Et savoir les toucher par rapport à leurs attentes ou leur type de comportement. Après, si vous n'aimez pas les animaux, vous ne tiendrez pas les causes des animaux. Vous voyez, même si on parle de leur place dans la société. Voilà, ça marchera pas. Si vous n'êtes pas sensible à la problématique de la recherche, vous n'irez pas naturellement vers ces axes-là. Encore une fois, la question de la liberté est importante. Hein, donc, mais il faut ouvrir les champs. Voilà, il faut ouvrir les champs. Hein, et puis surtout, faire des études. Peut-être pour finir, une dernière question, alors qui est assez précise en termes de zone géographique. Y a-t-il des différences entre les pays européens et notamment France, Suisse, incluant la Suisse alémanique, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la République tchèque, etc. Alors, peut-être que Alexandre a Ouais. a des retours là-dessus. Moi, Oui. j'ai pas suivi. Oui, je pense que on a parlé très justement d'approche générationnelle. Je pense que, et tu l'as bien dit d'ailleurs, la génération n'efface pas le socle culturel ou les catégories socio-démographiques. Donc, on s'aperçoit quand on regarde les études dans les différents pays qu'il y a des comportements qui peuvent être assez distincts. Ils peuvent être distincts à cause on va dire, de socles socioculturels, notamment la différence entre le protestantisme et le catholicisme. Ils peuvent être distincts parce qu'il y a une culture, comme en Allemagne, par exemple, d'investissement du secteur public dans le secteur associatif. Donc, à mon sens, c'est sûr que l'approche générationnelle a du sens dans tout pays, mais elle doit quand même être, elle doit venir après une compréhension sociodémographique du profil des donateurs
et des habitudes, des usages de dons, des canaux utilisés et parfois même des méthodes de paiement utilisées qui conditionnent parfois les canaux dans certains pays, tout simplement. Donc, je pense pas qu'on puisse faire une généralité et se dire, alors il y a probablement des valeurs qui sont partagées, mais je serais bien incapable, peut-être au-delà de la liberté ou de choses comme ça qui sont peut-être plus générationnelles, parce que bah voilà, c'est ce que disait l'étude du CERFI, c'est ce que tu disais en fait. C'est quand même basé sur des événements communs vécus par une génération, qui notamment pendant leur jeune âge, leur adolescence, voire le début de leur âge adulte, cette différence de comportement et cette approche donc générationnelle, parce qu'ils ont vécu les mêmes événements de l'histoire, des mêmes événements, on va dire, des mêmes évolutions technologiques. Et donc, il y a forcément des tendances qui sont globales à l'Europe occidentale, et peut-être même encore plus au monde francophone. Enfin, donc, si on prend les pays d'Europe francophone. Mais ensuite, il y a clairement des comportements qui sont très différents en fonction du pays, des habitudes culturelles, mais aussi du comportement et de l'approche marketing des associations depuis parfois des décennies, qui ont conditionné certains comportements de la part des donateurs. Moi, je me souviens d'une présentation à l'AFF où on présentait les socios, donc ce côté, quand on est donateur régulier en Espagne. C'est quasiment, ça va quasiment de soi, donc avec des ratios qui sont pas du tout les nôtres entre dons ponctuels et dons réguliers. Donc, je pense que ça mérite une analyse par pays plus fine qu'une approche juste générationnelle, globale, en pensant que c'est un dénominateur commun à toute l'Europe francophone, par exemple. Eh ben, un grand merci tous les 2 pour, les réponses, aux questions. Il est 10 heures. Je vous propose, de conclure, sur, la réponse à cette question. Merci beaucoup Roland et Alexandre pour l'ensemble des explications et des partages, ce matin. Ça a été fortement, apprécié. C'était très clair et très intéressant selon les retours, des participants et des participantes. Donc merci à vous, surtout d'avoir, contribué à l'interaction, de ces échanges via les questions dans le chat. Ça permet d'approfondir toujours les échanges et d'avoir aussi, des cas concrets en fonction des problématiques que vous rencontrez, au quotidien. Donc on va vous donner rendez-vous pour le prochain live qui aura lieu au mois d'octobre. Et puis, je laisse la parole à Alexandre et Roland pour conclure ce live. Pour te remercier déjà, Roland, Avec plaisir. pour avoir accepté l'invitation, d'avoir partagé cette étude, ton retour d'expérience. Et puis, merci aussi à toutes et tous de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir de voir que vous trouvez un intérêt et j'espère une application dans votre travail en tant que fundraiseuse dans ces lives. Très bien. Merci à toutes et Merci à tous. beaucoup. Très bonne journée tout le monde. Excellente journée. Merci À bientôt. beaucoup. Au revoir. Au revoir.